Alors, bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Claveau, je suis hématologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Aujourd'hui, je vais présenter là, sur les derniers développements en recherche en myélome multiple. Alors, je vais aborder les différentes approches de traitement là, du myélome au Québec en 2023. Puis je vais essayer là, de faire des liens avec les différents protocoles de recherche là, qui sont disponibles, puis les traitements aussi qui sont disponibles là, ailleurs dans le monde. On va discuter là, donc des traitements qui sont actuellement en évaluation, des différentes études cliniques qui sont en cours. Puis dans certains Studies that are underway, and in certain cases, the access. pour des médicaments là, qui vont être potentiellement là, disponibles là, dans les prochaines années là, sur le marché. Alors, tout d'abord, là, pour commencer, règle générale, là, chez des patients qui ont un nouveau myélome multiple et qui sont éligibles à l'autogreffe de cellules souches, le traitement standard actuellement là, au Québec en 2023, dont à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, est de faire un régime là, à base d'un triplet qui est en général là, du bortezomib, du lénalidomide et de la dexaméthasone, qu'on va appeler là, le VRD, puis par la suite là, de procéder à une autogreffe simple ou double selon les facteurs de risque du patient. Puis, on va poursuivre là, par la suite avec un traitement d'entretien, de maintenance, avec du lénalidomide jusqu'à la progression ou jusqu'à ce que le patient, la personne, ne soit plus capable là, de tolérer là, les traitements à cause de différents effets secondaires. Puis en fait, là, tout ceci est basé sur l'étude là, de l'IFM là, 2009 qui avait été publiée là, en 2017, qui démontrait là, un bénéfice là, du VRD, particulièrement en termes de PFS chez les patients en bleu là, qui ont reçu une autogreffe versus là, chez les patients là, qui avaient reçu seulement du VRD sans autogreffe par la suite. Les patients dans cette étude-là avait également, là, post-autogreffe, reçu une consolidation avec du VRD, suivi là, avec une maintenance là, avec du lénalidomide pendant un minimum là, d'un an. Actuellement, par exemple, là, au Québec, là, la In Quebec, consolidation of VRD is not available. It's not reimbursed. greffe, là, on débute là, immédiatement là, avec le traitement là, d'entretien. Donc, les différents enjeux là, qui sont en lien avec ça en 2023, c'est bien quand on se compare, par exemple, à ce qui se fait là, aux États-Unis, c'est est-ce qu'il peut y avoir possibilité là, d'ajouter un anti-CD38 tel le daratumumab lors de l'induction ou même par la suite là, en entretien. On se questionne aussi un peu comme que je viens de mentionner sur la place d'un traitement en consolidation puis en entretien avec un VRD là, ou un triplet là, qu'on poursuivrait là, à long terme chez les patients, particulièrement là, chez les patients à haut risque. En fait, c'est un questionnement là, pour lequel on n'a pas encore de réponse claire, mais est-ce que serait-il pas plus bénéfique en termes de survie puis de survie sans progression si on poursuivait notre VRD suite à l'autogreffe dans le but d'obtenir là, une meilleure réponse là, à plus long terme chez les personnes là, qui tolèrent bien là, le traitement. Un autre sujet aussi qui est d'actualité, en fait, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité là, d'emmener l'immunothérapie en première ligne, que ce soit les CAR-T ou les différents agents bispécifiques là, qu'on va discuter un peu plus loin pour voir est-ce que justement là, on ne pourrait pas obtenir même de meilleures réponses, des réponses plus profondes là, à long terme en utilisant là, ces nouveaux agents-là qui sont disponibles là, depuis quelques années. Puis finalement, là, l'autre question là, qu'on va essayer là, d'aborder, c'est quelle est la place de la maladie résiduelle mesurable qu'on appelle la MRD. Euh, Particulièrement, là, une fois qu'on est rendu là, dans nos traitements d'entretien, est-ce qu'il y a possibilité là, soit d'escalader les traitements chez les patients chez qui persiste là, une maladie qui est présente, ou à l'inverse, de diminuer l'intensité du traitement chez les patients là, qui présentent là, une réponse
de MRD là, négative soutenue là, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années? Est-ce qu'il y a vraiment nécessité là, de poursuivre là, nos traitements? Donc, il y a plusieurs études là, qui ont été réalisées euh, sur les régimes de type là, quadruplet en induction chez les patients là, qui ont un nouveau diagnostic là, de myélome multiple. Tout d'abord, là, il y a l'étude là, Griffin, là, qui est probablement celle là, euh, en tout cas, l'une des plus importantes qui a été réalisée là, avec un régime de type là, daratumumab avec notre traitement là, standard là, qui est le bortezomib et le revlimid en combinaison avec la dexaméthasone. Suite à l'autogreffe, là, les patients là, recevaient, la règle générale, là, du lénalidomide et du daratumumab là, pour 2 ans là, en entretien. Ce qui a permis d'obtenir d'excellentes réponses, là, autant en termes de survie globale que de PFS. En fait, là, à 4 ans, là, il y avait une PFS là, qui était à plus là, de 87 là, puis plus de 64 là, des patients dans cette étude-là qui avaient reçu là, le bras d'ARA-VRD ont obtenu là, une MRD là, négative versus là, un peu moins là, de 30 des patients avec notre bras standard là, qui est notre VRD. Donc, on réussissait là, à obtenir là, des réponses profondes, là, beaucoup plus intéressantes. Par la suite, là, il y a 2 autres études. Une étude là, avec l'isatuximab, qui est une autre sorte là, de CD, d'anti-CD38, qui était donné là, soit avec du VRD ou avec du KRD, là, qui est du carfilzomib, puis du lénalidomide. Puis par la suite, là, on faisait là, soit un traitement là, d'entretien là, avec du lénalidomide, puis de l'isatuximab, ou encore là, un traitement là, de IKRD ou seulement de lénalidomide là, en entretien. Puis qui permettait là, aussi là, d'obtenir là, des réponses là, des MRD là, négatives là, de presque 50% là, au suivi. Toutefois, là, on n'a pas beaucoup de suivi là, encore là, pour ces 2 études-là. Ça peut être intéressant là, de voir là, est-ce qu'il y a un avantage là, de survie globale et de survie là, sans progression là, chez ces patients-là. Puis finalement, là, il y a l'étude master qui a été publiée l'an dernier, qui démontrait là, qu'une combinaison de DARA-KRD, donc de daratumumab avec du carfilzomib et du lénalidomide, permettait là, d'obtenir là, d'excellentes réponses en termes de PFS, puis de survie globale, là, qui approchait là, le 90% à 2 ans de suivi, avec également là, un taux là, d'MRD négatif là, de plus de 85% à 2 ans. Ça va être, par exemple, intéressant là, de voir au suivi, dans quelques années, s'il n'y a pas là, davantage là, de bénéfices là, en termes de survie en lien là, avec ce régime-là où on désescaladait là, le traitement chez les patients là, qui étaient MRD négatifs. Et à l'inverse, là, on poursuivait là, un traitement si les patients là, étaient toujours en MRD positif. Puis en lien avec ça, en fait, à l'ASH a été présenté là, cette année les études. En fait, on a regardé là, les sous-groupes là, des études là, master et Griffin dans le but là, de vérifier, là, en particulier là, chez les patients là, qui ont une maladie à haut risque, est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice là, d'être plus agressif dès l'induction, puis d'y aller là, avec un régime de type quadruplet. Puis ce qu'on voit, en fait, ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que les patients là, qui avaient un facteur à mauvais risque, donc en général, là, une anomalie là, cytogénétique, que ce soit une délétion 17P, une translocation 414 ou encore un gain 1Q, bien, ces patients-là qui avaient une seule anomalie cytogénétique avaient là, à peu près là, de manière non de manière en fait avaient une PFS là, qui était similaire aux patients là, qui avaient aucun facteur à mauvais pronostic. Donc, autant là, dans les études master que Griffin. Toutefois, là, les patients qui avaient plus qu'une anomalie, donc il y avait 2, 3 ou même plus là, d'anomalies là, à mauvais risque, ceux-là, même s'ils avaient reçu là, un quadruplet,
bien, leur survie là, sans progression là, était moins bonne, comme on voit là, sur la courbe là, du bas, où, par exemple, dans l'étude Griffin, là, la PFS était à 54 chez ces patients-là versus 94 chez les patients là, qui avaient seulement une anomalie là, à haut risque. Donc, c'est un peu là qu'on en est actuellement là, avec les quadruplets. Il y a on va voir là, la suite la poursuite là, de ces études-là, puis voir là, si on a un bénéfice là, en termes de survie. Mais ça semble quand même là, une avenue là, qui semble intéressante là, à moyen long terme, puis possiblement là, qu'il devrait avoir d'autres études là, bientôt là, qui vont être faites là, en lien avec ça. Par la suite, en fait, une autre étude là, qui était intéressante, qui est actuellement là, en cours qui recrute là, actuellement là, des patients à Québec puis au CUSUM, et l'étude là, Auriga, où on va reprendre là, ces patients qui ont eu une autogreffe, qui ont eu en général là, ici au Québec là, seulement un triplet là, en induction. Puis chez les patients là, qui sont MRD positifs, bien, on poursuit, en fait, on a une randomisation entre un bras là, qui reçoit notre traitement standard, là, qui est notre lénalidomide, là, 10 mg à tous les jours, versus un deuxième bras, qui est le bras d'aratumumab, en combinaison là, avec notre lénalidomide. With Donc, adrenaline. So the goal is to see amongst these patients where there's a persistence of illness post-autograft, is there a benefit in going with a en ajoutant là, un anti-CD38. Donc, les résultats là, de cette étude-là sont à suivre. Puis de manière similaire, on a une autre étude qui, elle, est disponible là, à Maisonneuve-Rosemont, qui est l'étude Magnétisme MM7, qui, elle, regarde chez encore là, des patients là, qui sont post-autogreffe, qui ont une MRD positive. Est-ce qu'il y aurait un bénéfice là, d'utiliser un anticorps bispécifique qui s'appelle l'elranatamab en entretien, en comparaison là, avec notre traitement standard là, qui est du lénalidomide qu'on utilise là, actuellement là, couramment chez nos patients post-autogreffe. Donc, cette étude-ci aussi, là, qui est un peu en compétition là, avec celle précédente là, que je vous ai présentée là, avec le daratumumab, pour lesquels là, on devrait avoir des résultats là, dans les prochaines années qui pourraient là, possiblement là, donner un bénéfice intéressant là, chez nos patients là, suite à leur autogreffe. Après ça, en fait, on a aussi, là, bon, il y a plusieurs patients là, qui malheureusement là, sont non éligibles à l'autogreffe. En général, là, souvent, bien, les patients là, qui sont âgés là, de plus de 70 ans, on va éviter l'autogreffe là, pour tenter là, d'éviter là, les toxicités qui sont associées. Puis, ce qu'on va privilégier là, comme option, ça va être un traitement là, à base de DRT. Donc, c'est le daratumumab en combinaison là, avec du lénalidomide puis de la dexaméthasone. C'est basé là, sur l'étude Maya, donc je vais vous présenter par la suite là, avec les plus récentes là, updates là, de ce traitement-là. Il y a d'autres alternatives qui sont possibles, dont le VRD Lite, qui est utilisé là, ailleurs au Canada, mais pas vraiment là, au Québec. Là, c'est pas accessible en général ou c'est pas remboursé. Puis sinon, là, il y a des traitements là, qu'on utilisait là, par le passé, le CyberD ou le Revdex, là, qui sont aussi là, d'autres options là, disponibles. Donc, ça, c'est en fait, à l'ASH en 2022, a été présenté là, les résultats là, du suivi là, des patients qui ont participé à l'étude Maya, donc qui sont traités là, avec le DRD. Donc, à gauche, j'avais la survie sans progression, puis le graphique là, du côté de droite, là, qui est la survie globale. Donc, avec là,
presque 5 ans là, de suivi, on voit là qu'il y a une différence significative en termes de survie globale là, chez les patients qui ont reçu là, le bras DRD. Alors, la survie sans progression était d'environ 52% versus 29% chez les patients là, qui avaient reçu le bras seulement avec le lénalidomide puis la dexaméthasone. Puis de manière similaire aussi, il y avait même une différence là, de survie qu'on a réussi à démontrer, là, donc à notre 5 ans là, de suivi, où les patients là, du bras DRD là, avaient une survie là, de presque 67%, versus là, seulement 54% chez les patients là, qui ont reçu là, le bras RD. Puis c'était statistiquement significatif, là. Donc, ça vient démontrer là, que il y a bel et bien là, un bénéfice positif là, d'utiliser là, le daratumumab en combinaison avec le Revlimid chez les patients qui sont non éligibles là, à l'autogreffe, puis qu'il y a quand même des excellentes réponses là, à long terme. Puis, en lien avec ça, en fait, on a l'étude Cartitude 5 qui est disponible, là, par exemple, là, à Maisonneuve-Rosemont, là, aussi au Québec, qui est destinée là, aux patients là, non éligibles à l'autogreffe. Il faut que les patients quand même aient une excellente condition, donc un ECOG là, 0,1 là, pour pouvoir participer à cette étude-là. Il a été décidé là, dans l'étude, là, quand elle a été construite, ça fait un bout de temps, que les patients là, recevraient en induction là, du VRD, donc du bortezomib avec du lénalidomide, puis serait par la suite, là, après un total de 8 cycles de traitement, serait randomisé là, vers un bras qui recevrait là, seulement une maintenance au lénalidomide ou versus là, un autre bras là, qui serait plutôt un CAR-T. Donc, le patient, là, au lieu de recevoir là, une maintenance, un entretien là, à long terme, va recevoir là, plutôt un seul traitement là, de CAR-T, puis par la suite, là, il va seulement avoir un suivi, une observation, mais sans nécessité là, de poursuivre d'autres traitements s'il n'y a pas d'évidence là, de rechute, là, bien évidemment. Donc, c'est plutôt, en fait, c'est un traitement qui est un peu différent de ce qui est disponible actuellement avec le DRD, mais qui est quand même super intéressant là, pour nos patients, particulièrement là, en lien pour vérifier là, le bénéfice d'utiliser là, un CAR-T assez précocement là, dès la première ligne de traitement, au lieu d'attendre là, à la rechute avant d'utiliser là, ce type de traitement-là. La seule chose là, qui est un petit peu différente, là, c'est bien l'induction, là, notre VRD. En général, donc, comme j'ai dit là, juste précédemment, les patients reçoivent du ces patients-là qui sont non éligibles à l'autogreffe vont recevoir du DRD. Bon, ça va être à voir là, un peu comment qu'on va pouvoir comparer là, ces résultats-là avec notre cohorte là, standard là, qu'on suit là, actuellement. Mais ça va être d'autres résultats intéressants là, qui vont être à suivre dans le futur. Après ça, par la suite, je voulais discuter un peu, en fait, de la rechute ou des patients là, qui présentent une maladie réfractaire, puis des différentes possibilités là, qui sont disponibles. Actuellement, au Québec, il y a différentes possibilités, il y a différents scénarios là, qui peuvent survenir. En général, ce qu'on va regarder, c'est que est-ce que le patient a une progression avec ou sans lénalidomide? Puis, est-ce que lors aussi de sa progression, le patient était traité avec un anti-CD38 ou non? Règle générale, les patients au Québec vont être réfractaires là, au lénalidomide lorsqu'ils vont rechuter parce que soit post-autogreffe, ils vont en recevoir là, en traitement d'entretien ou sinon, s'ils n'ont pas été autogreffés, bien, en règle générale, ils vont être sur un traitement là, à long terme avec du DRD. Donc, c'est ce qui explique là, qu'ils vont être réfractaires au lénalidomide. La chose qui est quand même importante là, à mentionner, c'est qu'il y a quand même une étude là, récemment là, l'un de mes collègues là, de quand j'étais en fellow qui avait été présentée aussi à l'H en 2022 qui démontrait
que la résistance au lénalidomide ne semble pas être dose dépendante, au sens où même si le patient est en entretien avec du lénalidomide à seulement 10 mg, il semble quand même là, réfractaire au lénalidomide, puis augmenter là, la dose du traitement semble peu bénéfique. Là. Il faut penser là, plutôt là, avec une autre alternative. Donc, actuellement, avant juste de parler un peu plus loin là, des différents protocoles de recherche qui sont disponibles, juste si on regarde là, grossièrement là, lors de la première rechute, les différents là, traitements là, qui seraient disponibles là, au Québec actuellement, bien, ça va dépendre là, des différents scénarios là, qu'on a parlé là, précédemment. Donc, si le patient là, est réfractaire au lénalidomide, puis réfractaire là, à un anti-CD38, bien, règle générale, là, on va y aller avec un traitement là, à base de pomalidomide ou de carfilzomide en combinaison là, avec de la cyclophosphamide, donc un PCD ou un KCD. Parfois, si le patient n'a pas été exposé au bortezomib, un Cybordi, donc du bortezomib avec de la cyclophosphamide, pourrait être aussi une alternative. Puis finalement, le PVD, qui est la combinaison entre du pomalidomide puis du bortezomib, pourrait être aussi une option, mais celle-ci n'est pas approuvée là, par l'INES. C'est pas un traitement qui, règle générale, est disponible, mais parfois, là, il y a certains protocoles de recherche là, qui le proposent. Donc, c'est pour ça là, que je l'ai mentionné ici. Là. Donc, c'est une autre option là, qui est possiblement là, intéressante. Chez les patients qui sont aussi réfractaires au lénalidomide, mais qui ont, par exemple, jamais reçu d'anti-CD38, ben, à ce moment-là, le traitement qu'on va privilégier va être du daratumumab là, en combinaison avec du bortezomib. Ça nous est tous arrivé là, à HMR, on a eu quelques patients que lorsque, par exemple, post-autographie rechute assez précocement après le début là, de leur traitement d'entretien au lénalidomide, bien, il est aussi possible d'obtenir du DKD, donc du daratumumab avec du carfilzomib. Puis il y a aussi là, un programme d'accès spécial qui est actuellement disponible avec l'isatuximab, donc un autre anti-CD38 en combinaison avec le carfilzomib qu'on peut utiliser là, chez ces patients-là qui rechutent. Donc, c'est une autre avenue là, quand même intéressante. Chez les patients là, qui seraient non réfractaires au lénalidomide, mais réfractaires à un anti-CD38. Donc, c'est plutôt rare là, qu'on voit ça, mais parfois, ça l'arrive. Là. Parfois, on a des patients, par exemple, plus âgés qui tolèrent mal le lénalidomide. Donc, on arrête là, notre Revlimid, puis qu'on les laisse là, à long terme là, seulement sur du daratumumab. Mais là, le traitement idéal serait du KRD là, qui serait disponible, ou sinon seulement là, du Revlimid, là, selon la tolérance là, du patient. Mais c'est plutôt là, des circonstances là, exceptionnelles là, qu'on voit ça là, au Québec. Puis finalement, là, les patients qui seraient non réfractaires au lénalidomide, puis non réfractaires à un anti-CD38 en première ligne, qui rechuteraient, par exemple, parce que ça peut survenir là, chez des patients qui ont été autogreffés là, il y a plusieurs années, qui présentaient pas de signes de maladie récidivante, chez lesquels on avait arrêté là, tout traitement là, d'entretien, puis là, qui rechuteraient, ben, un traitement là, à base de DRD ou encore là, de DVD pourrait être une excellente option là, chez ces patients-là. Puis actuellement, en fait, on a l'étude Magnétis MM5 qui est un protocole de recherche, disons, à mentionner, là, quand même très intéressant chez les patients là, qui rechutent. Donc actuellement, là, on est dans la partie B de l'étude où le patient là, doit avoir reçu là, 1 à 4 lignes de traitement antérieures. Puis il doit présenter là, un ECOG là, entre 0 et 2. Puis à ce moment-là, là, ces patients-là vont être randomisés. En fait, il y a 3 options là, possibles. Il y a un bras daratumumab plus pomalidomide avec du décadron.
On a également là, un deuxième bras sur lequel le patient peut être randomisé, donc avec un anticorps bispécifique qui est encore là, notre elranatamab. Puis on a un troisième bras qui est une combinaison entre notre anticorps bispécifique puis entre l'anti-CD38, le daratumumab. Qui va être utilisé là, chez ces patients-là là, qui ont, par exemple, une première rechute ou une deuxième ou une troisième rechute. En fait, l'intérêt là, de cette étude-là, qui est grandement intéressante, en fait, ça va être de voir est-ce que notre traitement standard, qui est le daratumumab plus le pomalidomide, qui est un peu l'équivalent là, de ce qu'on utilise, qui est le dara avec soit le bortezomib ou le rivlémide, est-ce que ces patients-là vont avoir une réponse similaire ou est-ce qu'il n'y aura pas un bénéfice d'utiliser là, un anticorps bispécifique chez ces patients-là? Puis l'autre chose, est-ce que la combinaison d'un anti-CD38 avec notre anticorps bispécifique, est-ce qu'il n'y aura pas un bénéfice même qui va être supplémentaire ou augmenté versus là, recevoir seulement là, un anticorps là, bispécifique? Donc, c'est une étude là, d'intérêt. Puis qui est ouverte là, dans plusieurs centres au Québec, qui peut être une excellente là, alternative au traitement standard que je vous ai présenté là, tout juste avant chez les patients là, qui ont une maladie progressive. Par la suite, chez les patients là, qui présentent une deuxième, une troisième, puis une quatrième rechute, ben là, ça va dépendre un peu de quel médicament là, le patient a reçu auparavant pour voir qu'est-ce qui va être disponible là, par la suite là, comme traitement. Donc, en fait, à Mayo Clinic, on classait là, en différentes catégories, là, en classe 1, 2, 3, ces patients-là qui présentaient une maladie là, réfractaire. Donc, c'est certain que chez les patients de classe 1 là, qui sont réfractaires au bortezomib, au lénalidomide, puis à un anti-CD38 là, qui est règle générale là, au Québec, là, le daratumumab, bien, on va vouloir un traitement à base de carfilzomib ou de pomalidomide. Puis, il y a également le venetoclax, qui est une option intéressante, qui, à ma connaissance, on n'utilise pas tant au Québec, mais qui peut être disponible, qui peut être très efficace, mais seulement chez les patients qui présentent une anomalie génétique, cytogénétique, qu'on appelle la translocation 11-14. Cette translocation-là, malheureusement, il faut la rechercher via une biopsie là, de moelle osseuse. Puis si elle est présente, bien, ça ouvre la porte ou ça donne la possibilité de donner du venetoclax chez les patients qui présentent une rechute. Par la suite, chez les patients qui ont reçu, qui sont également là, réfractaires au bortezomib, au lénalidomide, puis au daratumumab, et qui sont en plus réfractaires au carfilzomib, bien là, en fait, c'est qu'on enlève une option. Donc, règle générale, là, ces patients-là vont être traités là, avec de la pomalidomide puis de la cyclophosphamide. Puis, si le patient, en plus, il est réfractaire au pomalidomide, donc la troisième option, bien là, actuellement, on se retrouve plutôt pris avec peu d'alternatives là, thérapeutiques disponibles. On a surtout les alkylants qui sont des vieux traitements comme la cyclophosphamide qu'on peut toujours donner si jamais le patient n'a pas été exposé. Sinon, il y a le selinexor qui peut être disponible là, via un programme là, de compassion, mais qui est associé à beaucoup d'effets secondaires, qui est moins facilement disponible actuellement, considérant là, qu'il a été refusé là, par l'INES là, à la fin là, de l'année 2022. Il y a toujours le venetoclax s'il y a présence de la translocation 11-14. Puis c'est là que devient intéressant de voir là, qu'est-ce qui est disponible aussi comme traitement, comme bispécifique ou comme CAR-T, que ça soit via un protocole de recherche ou encore là, disponible via un programme de compassion.
Avant d'aller un petit peu plus loin là, avec l'immunothérapie, je voulais juste là, donc mentionner là, l'étude Bellini qui avait été présentée en fait en 2020, qui est un petit peu plus vieille, mais qui est quand même toujours là, d'actualité. Surtout que parfois, là, c'est moins une option là, qu'on va penser, mais qui avait démontré là, le bénéfice du venetoclax en combinaison là, avec du bortezomib chez les patients là, qui avaient la translocation 11-14 en termes là, de survie. La seule chose qu'il faut mentionner, c'est que les patients qui n'ont pas la présence de cette translocation, bien le venetoclax là, donne aucun bénéfice. Donc, il faut vraiment là, aller rechercher là, la présence de cette anomalie là, cytogénétique via une aspiration là, médulaire de la moelle osseuse. Là. Malheureusement, là, il n'y a pas d'autre manière là, d'aller évaluer ça. Donc, par la suite, on a parlé là, des traitements là, quand même standards là, chez les patients qui ont la rechute. Mais il faut savoir, en fait, ce qu'on essaye de chercher actuellement en recherche, c'est quelle autre cible on peut aller cibler pour tenter en fait, d'obtenir une réponse de notre myélome multiple, puis voir, là, d'essayer de viser là, possiblement là, même une guérison là, de notre cancer à long terme en ayant ciblé par des méthodes d'immunothérapie. Donc, on a différentes options qui sont actuellement là, disponibles, qui sont les CAR-T, qui sont également là, des anticorps là, conjugués et finalement là, les BiTEs ou les bispécifiques, qui sont disons une troisième classe là, de traitement là, qui est disponible actuellement, principalement là, sous forme de protocole là, de recherche. Donc, ici, c'est un peu la même chose là, que je vous ai montré, mais dans le fond, c'est qu'on peut aller stimuler des cellules du système immunitaire, donc les lymphocytes T, pour qu'elles viennent se lier avec les cellules cancéreuses, les cellules de myélome en orange au milieu, pour emmener leur destruction. Puis ça se fait un peu de manière différente de, par exemple, nos anticorps là, monoclonaux comme nos anti-CD38 ici, qui, eux, vont directement là, lier la cellule myélomateuse pour amener ça à sa destruction. Donc, on vient jouer d'une manière différente. On vient jouer avec le système immunitaire, avec nos anticorps bispécifiques ici, ou encore nos CAR-T, pour venir lier nos lymphocytes T avec nos cellules de myélome et emmener leur destruction. Donc, c'est différents mécanismes qui sont possibles, qu'on peut utiliser pour tenter d'obtenir des meilleures réponses. Donc, en premier, là, si on regarde là, les anticorps bispécifiques, il y en a plusieurs là, qui sont actuellement étudiés. Les quatre là, potentiellement le plus intéressants là, sont l'elranatamab, le teclistamab, le cevostamab et le talquetamab. Les deux premiers, en fait, vont venir là, cibler là, le BCMA qui est exprimé là, par les cellules là, de myélome. Puis les deux autres, en fait, vont cibler là, d'autres récepteurs là, qui sont aussi exprimés par les cellules de myélome, qui sont le FCRH5 puis le GPRC5D. Donc, il y a même différentes cibles qui sont actuellement étudiées pour tenter de causer l'apoptose des cellules myélomateuses. Donc, de manière plus concrète, là, si on remonte encore là, différemment, on a ici là, en bleu et mauve là, donc notre cellule de myélome, puis ici là, un lymphocyte T. Donc, notre anticorps bispécifique va venir lier d'un côté notre cellule de myélome, puis de l'autre côté notre
lymphocyte T, qui est une cellule là, du système immunitaire, puis qui va permettre là, la destruction là, de nos cellules là, cancéreuses. Puis c'est par ce principe-là, par exemple, là, que le teclistamab va fonctionner. Donc, on a ici là, en orange et bleu là, le médicament, le traitement, qui va venir lier les lymphocytes T qui ont exprimé là, le CD3. Puis qui va venir lier avec son deuxième bras là, les cellules là, de myélome multiple qui expriment là, le BCMA. Puis cette liaison-là là, va permettre là, de causer l'apoptose ou la mort, là, de détruire là, les cellules là, myélomateuses. Donc, le teclistamab est un anticorps là, bispécifique anti-BCMA dans ce contexte-là. C'est en fait un traitement là, donc qui se donne en injection là, sous-cutanée de manière là, hebdomadaire. Qui a été étudié, en fait, on a une première étude là, qui a été publiée là, en 2022 dans le New England Journal of Medicine, qui démontrait là, chez des patients là, qui avaient reçu 5 lignes de traitement, dont la majorité là, était, en fait, 70% étaient réfractaires là, à 5 traitements là, différents. Bien, en fait, qui démontrait là, chez ces patients-là quand même un taux là, de rémission là, complète de réponse complète là, à presque 40%. Puis avec quand même là, une PFS là, médiane qui était aux alentours là, de 11 mois et une survie aussi qui était là, de plus de médiane, qui était de plus de 18 mois chez ces patients qui actuellement, là, en dehors de ce protocole de recherche-là, avaient plus beaucoup d'autres options là, disponibles, là, qui avaient passé au travers là, des différentes lignes de traitement qui étaient disponibles, puis qui d'habitude là, vont décéder par la suite, mais là, au contraire, là, on a démontré là, qu'il y avait un bénéfice là, qui était super intéressant là, et prometteur grâce là, à cet anticorps-là là, bispécifique. Par la suite, en fait, il y a un deuxième, le deuxième anticorps bispécifique qui vient aussi lier là, le BCMA et l'elranatamab, qui est fait là, par une autre compagnie là, pharmaceutique. Donc, en fait, dans l'étude Magnétis MM5 que je vous ai présenté précédemment là, pour les patients là, qui sont en rechute, on a déjà là, des résultats là, préliminaires de la portion 1 qui concernait là, surtout là, une question là, de sécurité de la combinaison là, de notre anticorps bispécifique avec le daratumumab, qui démontrait lui aussi là, que plus de 50% des patients avaient réussi à obtenir là, une très bonne réponse, donc un VGPR ou mieux, même si c'était des patients là, qui avaient reçu là, plus de 5 lignes de traitement. La réponse survenait quand même aussi là, très rapidement, en général là, dans le premier mois. Parfois, là, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 mois, mais on peut observer là, une réponse très rapide. Puis relativement, là, c'était sécuritaire. Le principal, là, disons, effet secondaire des bispécifiques, puis particulièrement là, lorsqu'on le combine avec d'autres médicaments, là, semble être le risque infectieux. Mais on va voir là, à plus long terme là, qu'est-ce qu'il y en est. Là, on n'a pas encore beaucoup de recul là, de ce côté-là. Donc, c'est à suivre. Donc, avec particulièrement là, les résultats là, de la partie B là, de cette étude-là, ça va être intéressant là, de pouvoir comparer nos 3 différents bras là, de traitement qui étaient seulement le daratumumab avec du pomalidomide ou l'elranatamab ou encore notre elranatamab en combinaison là, avec du daratumumab, puis voir là, est-ce que on réussit pas là, à obtenir un bénéfice là, de survie là, chez ces patients-là. Par la suite, dans les autres anticorps là, bispécifiques qui sont disponibles, puis en étude actuellement, il y a le talquetamab, qui, lui, ne va pas cibler, là, n'est pas un anti-BCMA, mais qui va plutôt là, être un anti-GPR-C5D.
Donc, ça offre une autre cible qui va être différente des deux traitements là, qu'on a présentés là, antérieurement. Donc, dans la première étude là, monumentale 1 là, qui a été fait, puis présentée à l'ASH, on a démontré là, chez des patients qui, encore là, avaient été multitraités là, auparavant, un taux là, qu'environ là, 60% là, des patients là, vont atteindre un VGPR. Puis que la PFS là, médiane chez ces patients-là était là, d'environ 8 mois. Donc, c'est plutôt là, intéressant. Ce médicament-là, de manière similaire là, avec nos BCMA, donc on voit ici là, en vert et bleu, qui vient lier là, nos lymphocytes T et le CD3 avec l'un des bras. Puis avec le second bras, il vient lier donc le GPRC5D qui est exprimé là, par nos cellules de myélome, puis qui va permettre là, la lyse là, des cellules tumorales. Ce qui est intéressant aussi à mentionner, là, c'est comme vous voyez ici là, chez les patients là, normaux, en fait, là, le GPRC5D n'est pas exprimé, contrairement aux patients là, qui ont un nouveau myélome ou un myélome qui est en rechute. Puis également, là, cette cellule-là de surface est aussi exprimée là, chez les patients là, qui sont réfractaires au daratumumab à notre anti-CD38. Donc, il y a un potentiel là, qui est intéressant là, à moyen long terme. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir, il y a différentes études qui sont à venir, qui vont potentiellement là, combiner notre anti-GPRC5D avec soit un anti-BCMA, comme par exemple, là, que ce soit le teclistamab ou l'elranatamab, puis de voir là, est-ce que la combinaison d'aller bloquer là, ces deux différentes cellules exprimées en surface des cellules myélomateuses, est-ce qu'il n'y aura pas aussi là, un bénéfice là, à long terme, en termes de survie, en termes de aussi survie sans progression là, chez nos patients qui ont un myélome multiple. La deuxième chose aussi là, qui va être intéressante, là, c'est qu'actuellement, les études là, ont été réalisées initialement avec les patients qui sont multiréfractaires ou en rechute, qui n'avaient pas d'autres alternatives, là, règle générale là, de disponibles. Mais tranquillement, là, il y a différentes études qui vont utiliser là, ces anticorps bispécifiques-là beaucoup plus précocement. Puis, ça va être intéressant là, de voir là, si justement là, il n'y a pas un bénéfice là, d'utiliser ça, par exemple, beaucoup plus rapidement qu'attendre là, que le patient ait épuisé là, toutes ses options. Ça ici, c'est juste pour vous montrer aussi, là, donc, avec encore là, le tel qu'étamab, les différences, en fait, la différente réponse là, qui avait été observée là, en fonction là, des doses là, qui avaient été données. Règle générale, là, on était plutôt là, entre un 50 à 60% là, de patients qui réussissaient à obtenir au moins un VGPR. Puis, en une vingtaine, là, un minimum là, de 20% qui avaient soit une réponse complète ou une réponse complète là, stringente également là, chez ces patients-là. Les effets secondaires qui étaient observés, là, c'était surtout là, des changements cutanés, des changements aussi au niveau des ongles. Il y avait quand même un niveau assez important là, de dysgeusie. Puis comme nos autres anticorps là, bispécifiques, il y avait un certain nombre là, de patients qui présentaient là, des CRS, principalement là, des CRS là, plutôt légers là, de grade 1 ou de grade 2. Donc, par la suite, en fait, dans les autres options en immunothérapie, on a les CAR-T qui agissent un peu de manière similaire aux anticorps bispécifiques, mais qui n'ont pas besoin, en fait, qui sont donnés là, en général là, une seule fois, contrairement là, aux anticorps bispécifiques qui doivent être administrés, là, règle générale, là, de manière hebdomadaire. Jusqu'à la rechute du patient. Donc, c'est une autre option là, qui est plutôt intéressante, qui
est lié, par exemple, avec différentes problématiques, particulièrement en termes là, de temps de production. Il faut pouvoir obtenir des places là, ou des slots pour pouvoir manufacturer ces différents là, CAR-T-là. Ce qui est actuellement l'un des gros problèmes. Là. On voit là, toutefois là, que, par exemple, l'un des deux produits là, qui est actuellement là, les plus facilement là, disponibles, le Cilta-Cel, qui a été étudié là, chez 97 patients qui étaient tous le triple réfractaires, donc réfractaires là, à 3 différents traitements. Puis, en règle générale, là, ces patients-là avaient reçu même là, jusqu'à 6 lignes de traitement là, différents. Mais en fait, là, on a réussi à démontrer là, une survie sans progression là, de 66% à 18 mois, puis une survie globale là, qui était aux alentours là, de 87% à 1 an et demi là, également. Là aussi, là, il y a plusieurs patients qui ont fait des CRS. Règle générale, là, c'est surtout des grades 1 ou des grades 2 qui se replaçaient là, rapidement là, suite au traitement là, de cette complication-là. La deuxième étude, là, qui est l'étude là, Karma avec IDCEL, qui est un deuxième type là, de CAR-T, où presque 128 patients là, avaient été infusés, des patients là, qui étaient principalement là, triple réfractaires. En fait, on a réussi à démontrer là, qu'à peu près 50% avaient obtenu un VGPR ou mieux. Puis la PFS médiane là, était de presque 9 mois là, chez ces patients-ci, avec une survie là, médiane là, de 19 mois chez ces patients multitraités et réfractaires là, aux différents là, traitements là, conventionnels. Donc, les CAR-T là, sont également là, un traitement là, très prometteur qui sont limités par la complexité là, de l'organisation de la manufacture là, du produit, mais qui peuvent donner là, des excellentes réponses à long terme. Et c'est pour ça là, qu'actuellement, il y a aussi des études là, qui sont en train là, de l'étudier plus précocement. Donc, en première ligne, comme chez nos patients là, qui sont non éligibles à l'autogreffe, pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas un potentiel là, d'obtenir là, une rémission à long terme et peut-être même là, une guérison là, du myélome multiple avec ce type de traitement-là, qui, une fois administré en plus, nécessite pas là, euh, d'être réadministré, là, par exemple, à toutes les semaines ou de manière là, régulière. Là. Donc, qui est aussi là, intéressante là, de ce côté-là là, pour améliorer là, la qualité de vie là, de nos patients. Dans les autres traitements, en fait, qui sont étudiés, il y a les CELMoD, en particulier là, l'iberdomide, qui est aussi là, un traitement là, très récent qui permet là, d'avoir une activité là, antitumorale et de venir là, jouer au niveau de l'environnement là, tumoral pour tenter là, de favoriser là, l'apoptose des cellules myélomateuses et la rémission là, des patients là, qui présentent un myélome multiple. Donc, les CELMoD ou l'iberdomide là, vont induire une activité antimyélomateuse en favorisant là, la dégradation là, d'une protéine qui s'appelle l'Icaros, puis d'une autre protéine là, qui est l'AILOS. Ce médicament-là, en fait, va venir donc jouer là, au niveau du céréblon, qui est une protéine là, qui est aussi là, qu'on va venir également le jouer avec le lénalidomide puis le pomalidomide, mais l'affinité de l'iberdomide est beaucoup plus importante ou beaucoup plus puissante qu'avec le lénalidomide puis le pomalidomide, ce qui permet là, potentiellement une meilleure là, modulation là, immunitaire de notre micro-environnement, tout en favorisant là, l'apoptose des cellules là, myélomateuses, donc qui va favoriser là, la mort là, de nos cellules de myélome, puis qui va venir jouer aussi là, en diminuant là, la prolifération de nos cellules de myélome.
Puis, une des choses là, qui était intéressante, c'est qu'à l'ASH, en décembre dernier, là, en 2022, en fait, il y a un groupe qui a démontré que chez les patients, justement, là, qui avaient eu plusieurs lignes de traitement standard, qui avaient rechuté, qui avaient reçu là, un BCMA, que ce soit là, un CAR-T ou encore un bispécifique, là, comme le teclistamab, puis qui par la suite là, avaient reçu là, de l'iberdomide, on réussissait quand même à peu près là, 40% là, des patients là, avaient une réponse. Donc, il y avait quand même un potentiel là, de ce traitement-là chez les patients là, multitraités qui ont reçu là, des anticorps spécifiques qui répondaient là, même par la suite là, à l'iberdomide. C'est plutôt là, très prometteur. C'est une option là, qui est quand même très intéressante à long terme. Puis il faudra voir aussi là, si plus précocement, là, il n'y a pas aussi là, une deuxième niche là, avec ce traitement-là. Finalement, là, il y a d'autres agents là, qui sont aussi disponibles là, souvent là, dans des protocoles de recherche là, que j'ai plus ou moins là, parlé, dont le sélinexor, il y a certains protocoles de recherche qui sont disponibles au Canada. Il y a aussi un programme de compassion en combinaison là, avec du bortezomib. Qu'on va utiliser là, chez les patients là, qui ont une maladie là, récidivante ou réfractaire. Par la suite, il y a le belantamab, qui est aussi un traitement là, qui est disponible dans certaines études cliniques au Canada, qu'on utilise moins, considérant là, une toxicité là, oculaire là, qui était plutôt là, significative, mais qui peut toujours être une option. Puis finalement, là, il y a l'élotuzumab là, qui est plutôt là, non disponible actuellement au Québec, puis que je suis pas certain là, qu'on va voir là, dans le futur. Mais parfois, là, qui est une autre classe là, d'anticorps monoclonal qui peut être utilisé là, chez les patients là, qui ont un myélome multiple, puis que parfois, là, vous pouvez voir là, dans différents là, protocoles de recherche. La dernière chose que je voulais parler, là, qui est un petit peu différente là, du côté du traitement et l'évaluation là, de la réponse là, au traitement, particulièrement là, en lien là, avec la maladie là, résiduelle là, minimale. Donc, c'est possible là, d'aller évaluer la MRD grâce en refaisant là, une aspiration là, médulaire, en refaisant là, une biopsie là, de moelle osseuse, où qu'on va prendre un prélèvement là, de sang, puis qu'on va analyser là, soit avec un appareil là, de cytométrie de flux, ou encore là, avec un appareil là, de NGS. L'intérêt de tout ça est d'aller vérifier en fait plusieurs centaines de milliers, voire des millions là, de cellules au niveau là, du compartiment là, de la moelle osseuse. Puis d'aller vérifier, est-ce qu'il reste des signes là, de plasmocytes, est-ce qu'il reste des signes là, de maladies là, résiduelles. Ce qu'on se rend compte là, dans cette étude-là qui a été publiée là, dans Blood en 2022 par le groupe là, espagnol, c'est que les patients là, qui ont une MRD là, soutenue, donc à plusieurs moments là, dans le temps, ont un moins bon pronostic, ont tendance là, à récidiver là, beaucoup plus rapidement que les patients là, qui, à l'inverse, là, ont un état là, de MRD là, négative soutenu pendant 12 mois. Donc, tu sais, si on vérifie là, la MRD de manière répétitive dans le temps. Les patients là, qui vont avoir au moins pendant 1 an une MRD là, négative, ont des bien meilleures réponses que les patients là, qui sont pas capables de conserver là, cette réponse de MRD là, négative soutenue pendant 12 mois ou même qui vont rester là, en MRD là, positive. L'intérêt de tout ça, pourquoi que je veux vous mentionner ça, c'est que potentiellement là, que dans le futur, il va y avoir différentes études qui vont être réalisées dans le but de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les patients là, qu'on ne réussit pas à garder une MRD, là, en fait, à convertir la MRD de positive à négative. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le but
soit d'escalader ou de changer, de modifier le traitement pour réussir à obtenir une réponse plus profonde parce que ça semble être bénéfique là, à long terme. Même chose ici, là, c'est une autre étude qui a été publiée en 2022 dans Blood Advance qui démontrait que là, en fait, ils ont regardé là, les patients qui ont atteint un état d'MRD négatif, puis qui regardaient là, qu'est-ce qui se passait quand il y avait une conversion d'un état négatif vers positif. Puis ils ont démontré là, que ces patients-là avaient là, une survie là, qui était beaucoup moins bonne là, quand on suivait là, sur plusieurs années, puis une survie sans progression là, qui était également là, diminuée. Donc, possiblement là, que dans le futur, actuellement, ce n'est pas quelque chose là, qui est disponible là, en clinique là, au Québec, mais possiblement que on va tenter là, de trouver là, un moyen justement là, de traiter plus agressivement là, les patients là, dès qu'on voit qu'il y a une conversion de la MRD négative vers positive pour voir est-ce qu'il n'y aura pas là, un bénéfice là, en termes de survie là, à plus long terme là, chez ces patients-là. Mais bon, c'est potentiellement là, des études là, qui vont être disponibles au Québec. Puis la dernière chose aussi, là, c'est que l'une des problématiques là, de la MRD, c'est que, bien, comme j'ai dit, ça nécessite une aspiration de moelle osseuse. C'est un test qui est invasif, qui est souvent là, non confortable, qui est désagréable pour les patients, puis qui est encore moins ils ont une alternative intéressante quand on doit faire différentes évaluations sériées, que ce soit aux 6 mois ou aux années, de toujours devoir procéder à des biopsies ostéomédulaires, là, que ce soit là, dans des contextes là, de recherche ou dans des contextes cliniques. Donc, il y a différentes alternatives qui sont actuellement là, regardées pour voir est-ce qu'il y a possibilité d'obtenir une sensibilité là, aussi bien sans avoir besoin d'un test invasif. Actuellement, là, les deux choses là, qui sont le plus regardées là, sont la spectrométrie de masse et la cytométrie de flux, mais sur le sang périphérique, donc directement là, sur une prise de sang. Est-ce qu'il y a possibilité là, d'avoir des tests aussi sensibles pour aller là, mesurer cette MRD-là, mais sur le sang périphérique? Puis, une des choses qui est intéressante, là, nous, on a réussi à démontrer avec notre groupe La Mayo Clinique que les patients là, qui obtenaient là, une réponse là, négative en spectrométrie de masse, qu'on appelle masse fixe, bien, c'était autant sensible que le décompte là, de plasmocytes là, sur la biopsie là, de moelle osseuse. Puis même là, qu'on se rapprochait là, tranquillement là, de la MRD là, médulaire là, sur le sang périphérique. Puis qu'en particulier, là, que les patients là, qui avaient une réponse là, négative soutenue en spectrométrie de masse pendant plus de 6 ou même plus de 12 mois avaient là, un bénéfice là, marqué en termes là, de survie sans progression. Un peu comme ce qu'on remarquait là, dans les études précédentes là, chez les patients là, qui obtenaient là, une MRD négative à long terme sur un prélèvement là, médulaire. Puis finalement, l'autre alternative qui sont les cellules circulantes tumorales qu'on va détecter là, par cytométrie de flux sur le sang périphérique, qui a été aussi là, présenté à l'ASH en décembre dernier, qui démontrait là, en haut là, que la survie là, des patients là, chez lesquels là, on ne réussissait pas à détecter là, de plasmocytes circulants était bien meilleure que les patients là, chez qui il y avait présence là, de plasmocytes là, circulants là, au niveau là, sanguin. Donc, c'est d'autres techniques de diagnostic et en particulier là, de suivi là, de la maladie qu'on peut utiliser puis pour lesquelles elles risquent là, d'être incluses là, dans différents projets de recherche là, et protocoles là, dans le futur, dans le but de mieux suivre la réponse au traitement, mais aussi de deux, de pouvoir là, adapter de manière plus spécifique le traitement à chaque patient en
en s'ajustant en fonction là, de la réponse là, qui est obtenue avec les traitements là, qui sont effectués. Donc, en conclusion, en fait, ce que je tiens là, à mentionner, là, c'est que possiblement là, dans les prochaines études, on va voir de plus en plus des traitements là, de quadruplets, donc avec 4 différents médicaments chez les patients avec un nouveau diagnostic de myélome multiple, en particulier ceux avec une maladie à haut risque. De plus en plus, les anticorps bispécifiques et les CAR-T vont être utilisés. Puis il va y avoir une importance là, qui va être donnée à la MRD là, pour voir la réponse là, au traitement.